On va avoir une présentation qui va se subdiviser en deux grandes parties. Cette première partie présentation, où je parlais un peu du collectif API Thinking et l'initiative Green API Score aussi. Et dans un deuxième temps, peut-être 10 minutes, vous aurez des membres du collectif qui viendront vous parler comment y adhérer. C'est gratuit, hein, rien de payant. Et comment contribuer sur les chantiers comme celui-ci ou d'autres chantiers qui sont en cours dans ce collectif. Et comme l'a précisé celle qui m'a présenté, on va parler d'impact environnemental de Green API qui est en termes, je dirais pas galvaudé, mais qui regroupe certaines pratiques qu'on connaissait déjà ou qu'on pratiquait déjà, que ce soit sur la partie design, sur la partie implémentation, aussi exploitation. Commence à venir de plus en plus des habitudes. Et quand on dit Green API, c'est surtout un set de pratiques et d'outils qui permettent de pouvoir déjà mesurer, parce que c'est important de mesurer. Il faut être factuel. Ça, il faut le préciser. Que ce soit au départ, au milieu, à l'arrivée quand il s'agit de faire l'exploitation. Tu as beau designer les meilleures choses aussi. Si lors de l'implémentation, on n'est pas efficient, tu vas forcément passer à côté de quelque chose. Parce que ton API dans sa globalité, il ne faut pas le voir juste sur la partie design ou sur la partie implémentation ou exploitation. C'est toute une chaîne. C'est pour cela qu'on va un peu balayer la partie mesure, les principes. On ne va pas avoir le temps de parler de tous les principes aujourd'hui, mais on va en égrener 2 ou 3. Et si vous avez envie d'en savoir plus, il faudra venir au sein du collectif ou se renseigner aussi sur des gens qui travaillent sur ce sujet-là. L'observabilité et l'amélioration continue, on ne va pas avoir le temps d'en parler, puisque je m'excuse d'avance, je vais être très pressé, j'ai un planning derrière, je dois prendre un train. Mais si vous avez envie d'en discuter, il y a le collectif API Thinking. Vous aurez aussi le lien vers mon LinkedIn, vous pouvez m'atteindre directement. Première chose, au début, il y avait l'univers. Moi, je vous parle, il y avait la mesure. Je vais éviter d'être beaucoup trop mélodramatique, hein, mais j'aime bien les tournures de phrases ou les jeux de mots. Il y avait la mesure, au milieu, il y aura la mesure, à la fin aussi, il y aura la mesure. Si vous devez retenir une chose avant de sortir de cette présentation, ce qu'il faut mesurer. Même ce que je vous dis aujourd'hui, il faudra l'éprouver par l'expérimentation. Voir si c'est adapté à votre contexte, si ça réduit quelque chose en termes de consommation d'énergie et d'impact environnemental. Et vous dites pourquoi mesure. Première chose déjà, pour réduire l'impact environnemental, parce que si on ne sait pas où est-ce qu'on en est, ce qu'on est en train de mettre, on ne peut pas le réduire. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi une question d'optimisation des coûts, d'infra, d'hébergement, parce que quelque chose qui n'est pas bien designé, qui n'est pas bien implémenté, va fatalement consommer beaucoup plus d'énergie. Il y a aussi une partie sensibilisation. Parce que quand je viens de te dire, tiens, si tu le fais de cette manière-là, tu vas être beaucoup plus efficient. Tu vas me dire, ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui va permettre de le prouver pour que moi, je puisse le vendre à mon équipe, qu'il va y avoir vraiment une amélioration. La mesure, encore une fois, permet de sensibiliser. Se préparer pour les obligations futures. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, je ne sais pas si le RGESN vous parle, c'est une réglementation qui n'est pas encore obligatoire, mais je suis convaincu que d'ici 1 année, 2 ans, à l'image du RG2A qui est son pendant pour la partie accessibilité, ça va le devenir. Donc, on a tout intérêt à pouvoir anticiper les choses. Il y a aussi, parfois, on peut avoir des données ou des KPI qui sont demandés par les entreprises pour remonter et avoir des rapports de suivi d'émissions, en tout cas d'impact environnementaux. Avoir des données qui remontent de la base est beaucoup plus important qu'estimer à vue d'œil ou quelque chose comme ça sur l'impact que peut avoir une API ou en tout cas un logiciel en tant que tel qui tourne. Et la mesure, c'est une question d'état d'esprit. Il ne faut jamais accepter, même si c'est moi qui vous le dis, d'utiliser une chose ou d'appliquer une chose sans pouvoir le quantifier, le mesurer et le qualifier derrière. Donc, c'est en ça que c'est important. Et tout ce que nous faisons, lorsqu'on est suivi, on est observé, ça doit être mesurable, tangible. Vous avez des outils, hein. Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, comme AP Green Score du collectif, mais aussi vous avez d'autres parties, EcoCode,
qui est maintenant s'appelle Credingo. D'ailleurs, je m'excuse pour les membres du collectif Green Code Initiative qui l'auraient nommé, que j'ai toujours pas changé, désolé. Et vous avez aussi des outils de profilage qui vous permettent d'avoir des données factuelles et crédibles. Il faut aussi surveiller en production, quand on tourne, notre efficacité pour pouvoir remonter des métriques qui nous permettent d'identifier là où on déconne réellement. Et derrière, je vous ai parlé de l'exemple sur API Green Score. Je ne vais pas m'étendre beaucoup. C'est accessible sur un GitHub. On a un chantier dessus avec le collectif API Thinking. N'hésitez pas à rejoindre le collectif, à rejoindre le chantier si le sujet vous intéresse, que ce soit un observateur pour pouvoir challenger les règles qu'on va établir, que ce soit en participant pour développer l'API, pour l'automatiser, puisqu'on a besoin non seulement de bras pour le faire, mais aussi de gens qui nous disent « Ah, là, vous vous fourvoyez, donc ce n'est pas forcément la bonne orientation. » Donc, qu'on ne reste pas dans un cercle clos entre gens de bonne compagnie pour dire « Tiens, ça va marcher. » Et vous avez aussi, quand vous passez à l'implémentation, comme je dis tout à l'heure, on a beau designer les meilleurs systèmes du monde. Si lors de l'implémentation, on se loupe, qu'on ne mesure pas ce qu'on fait, on va avoir un petit problème. Ça, Credingo et Cocode peut servir. Il n'y a pas que cet outil-là. Je suis juste à l'aise avec ces outils-là. C'est pour cela que je les présente. Mais si vous avez d'autres outils qui sont tout aussi pertinents dans votre contexte, utilisez-les. L'objectif, c'est la mesure. Après cet outil-là, c'est Kepler. Son seul défaut, pas défaut, sa limite, c'est qu'il est applicable que dans un contexte Kubernetes. Tu peux avoir Scaphandre qui est beaucoup plus, on va dire, répandu, ou en tout cas beaucoup plus utilisable dans d'autres contextes. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il donne en même temps une partie consommation d'énergie, mais aussi un équivalent carbone pour que tu puisses comparer avec d'autres parties de l'entreprise ou en dehors, pour donner une idée beaucoup plus globale et pour discuter aussi avec les responsables. Une fois qu'on a nos outils de mesure, justement, on a mesuré, on s'est aperçu, on est bien, pas bien, moins bien par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'on faisait avant. Arrivent les principes où on va commencer à dire, tiens, ok, maintenant qu'on a mesuré, comment on améliore les choses. C'est là que les principes de Green API vont commencer à intervenir, entre autres, pas que ça. Et vous allez comprendre de suite ce que je vous disais. Le fait de limiter le nombre de versions d'API, c'est déjà répandu chez tout le monde qu'il faut le faire. C'est important, mais ça a un effet aussi, c'est que chaque version d'API doit être maintenue. C'est un coût. Ça doit tourner, servir des choses. C'est un coût aussi. Énergie, environnementale, économique. Donc, c'est une question d'efficience aussi. Il y a ce qu'ils appellent le lazy loading. Ça consiste juste à charger quelles données dont j'ai nécessaire pour traiter, prendre en compte ça, le traiter, renvoyer et charger à chaque fois que j'en ai besoin. À la place de dire, tiens, je vais tout charger au cas où j'en aurai besoin de telle ou telle donnée plus tard. Il faut éviter de le faire. Il y a aussi l'optimisation pour low latency qui est ultra importante, faisant des traitements parfois asynchrones si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire aussi, c'est pertinent. Et utiliser aussi parfois des CDN que d'embarquer tout ce dont tu as besoin dans ton livrable qui peut devenir un petit peu plus gros que ce que ça devrait. Après, il y a les mécanismes de cache et de mémorisation qui consistent à dire une donnée qui ne bouge pas tout le temps, dont je n'ai pas besoin d'aller chercher tout le temps. Pourquoi j'irai la chercher à chaque fois qu'on me demande, ou une donnée que tu calcules qui ne bouge pas, qui ne change pas souvent. Au lieu de répéter le calcul à chaque fois, tu calcules, tu le stockes, et ça te permet de juste récupérer et l'utiliser dans le temps. Donc, ça te fait déjà gagner en utilisation de CPU pour la puissance de calcul, et ça te fait répondre beaucoup plus rapidement. Tu améliores le user experience, mais aussi tu réponds rapidement, enfin, tu économises en termes d'énergie, consommation d'énergie. Pardon. Il y a le Delta Update, je pense que c'est répandu aujourd'hui dans la plupart des systèmes ou des API. Je n'envoie de mise à jour que la partie de données qui a bougé. Au lieu de prendre tout le payload pour l'envoyer par nom et puis dire tiens, de toute façon, je t'ai envoyé, te démerdes pour le mettre à jour ou tu changes tout, je peux réduire, dire tiens, il n'y a que ça qui a été mis à jour, vas-y, mets-le à jour là où ça se doit. Faire des traitements groupés efficients si c'est possible. L'exemple typique, c'est qu'au lieu de t'envoyer 10 fois une requête te demandant c'est quoi le numéro de téléphone de cet utilisateur-là, je peux avoir une liste, te l'envoyer d'un coup, voici 10 utilisateurs, fais-moi un traitement, donne-moi le numéro de téléphone, tu me réponds une fois, et moi je fais le traitement retour.
on remplace 10 appels par un appel déjà, c'est du trafic réseau en moins. Et c'est ultra important parce que c'est là, généralement, qu'on attend, parce qu'on est en synchrone, on appelle, on attend. Et pendant ce temps-là, le thread qui a été commissionné pour faire ce boulot-là, il ne fait pas grand-chose. Et limiter la taille de nos payloads aussi par les mécanismes de filtre. Vérifier toutes les réponses. Ne pas forcément tomber dans la logique qu'on avait il y a quelques années en disant, tiens, au cas où ils en auraient besoin ou au cas où on le ferait évoluer à un moment donné. Donc, du coup, on l'envoie quand même. Et puis derrière, advienne que pourra s'ils n'ont jamais besoin. Et puis, ça ne marche pas de temps. Cette phrase, je l'ai souvent entendue, ça ne marche pas de temps. Mais sauf que oui, c'est des données qui sont transférées sur le réseau, qui arrivent et qui sont traitées. Donc, bien sûr que ça consomme de l'énergie et ça émet du gaz à effet de serre. Le refresh partiel et le suivi du cycle de données, c'est vraiment connaître notre contexte. Par exemple, si tu as une base de données ou en tout cas une source de données qui évolue une fois par jour, mais que tu dis le cache que je vais mettre, je le refresh chaque 3 minutes, chaque 1 heure. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens et ça bouffe de la bande passante pour rien du tout. Tu peux récupérer une fois, mettre à jour juste au moment où il le faut, terminer, tu as tes données qui sont plutôt fraîches, tu n'as pas fait du travail pour rien du tout. Et choisir la bonne version d'API, ça, c'est conditionné par une bonne documentation aussi, qui est cohérente entre ce qui est implémenté, ce qui est designé et toute la chaîne. Et du beau use case, parce que souvent dans les entreprises, tu vas te retrouver avec un bout de use case ici, parce que de toute façon, je ne connaissais pas que ça existait à un autre endroit. Je réimplémente. Tu as 2 instances qui tournent à côté, chacun fait un bout, et du coup aussi, derrière, tu es obligé de faire communiquer les deux. J'appelle un bout ici, j'appelle un bout ici, alors que c'est le même use case au final. Bon design, selon les use cases, en fonction des use cases, bien les documenter pour que ce soit visible et accessible par tout le monde et qu'on puisse aller directement dire, tiens, moi, c'est ce que je vais faire, je vais appeler cet API-là pour me faire le boulot. Et il y a l'optimisation du trafic réseau, comme on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, les appels synchrones ou asynchrones sur le réseau, c'est le nerf de la guerre. Quand tu commissionnes un thread pour appeler sur le réseau, si c'est du synchrone, en attendant, il va attendre une réponse. Une réponse. Tant que ça attend une réponse, tant que ça n'a pas reçu cette réponse-là, c'est presque en sommet, mais ça occupe quand même des ressources. Il faut limiter, soit en faisant aussi parfois sur le transfert sur le réseau, quand on t'appelle et que tu as 100 000 réponses. Au lieu de répondre les 100 000 en même temps, tu peux paginer tes réponses et si l'utilisateur a besoin de trucs en plus, il va solliciter exactement ce dont il a besoin, surtout si tu utilises des mécanismes Atheos ou autres pour dire tiens, voici si tu as besoin de telle ou telle partie, où tu dois appeler. Important et intéressant, ça permet juste d'avoir une première partie. S'il a ce qu'il veut, très bien. S'il ne l'a pas, il va solliciter la bonne ressource pour le récupérer. Je trouve ça plutôt intéressant. Et il y a aussi la partie compression de données quand tu transfères sur le réseau. Aujourd'hui, la plupart des systèmes le font par défaut. Parfois, ce n'est pas forcément complètement possible, hein, parce que quand tu interagis avec des systèmes legacy, ou en tout cas des systèmes qui sont faits il y a un certain temps, tu es obligé de faire autrement. Mais, par défaut, tous les nouveaux systèmes, activer la compression par défaut est plutôt intéressant parce que ce soit l'appelant ou celui qui répond, sont capables de traiter, de décompresser, de traiter et de renvoyer une réponse compressée aussi. Et les protocoles efficients, même si ça peut faire sourire à d'autres personnes, on a encore des choses qui sont sur du HTTP 1.1, non seulement pas forcément très sécurisé, mais pas forcément très efficient non plus. Prouvé. Donc du coup, passer sur des protocoles qui correspondent au contexte, ultra important, HTTP 2 et 3 ou WebSocket pour du real-time, si c'est adapté au contexte. Hein. Si vous essayez, un peu que vous voyez que ça dégrade plus ou ça complexifie plus le système, pas l'utiliser du tout. Et c'est pas une science exacte. Il faudra se coordonner pour savoir exactement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est intéressant dans votre contexte. Et avoir un dashboard d'impact en dehors de l'API de manière globale, histoire d'avoir une vision, presque à tout instant, c'est quoi le coût énergétique, financier, à l'occurrence carbone aussi, de l'API, du système, du logiciel qu'on est en train de faire.
Ça peut sensibiliser beaucoup plus que les gens ne le croient, parce que forcément, on est tous, y compris moi-même, hein, focus sur les KPI à chaque fois qu'on va faire une évolution pour dire, tiens, est-ce que j'ai amélioré ce que j'avais avant ou je l'ai dégradé? Si tu l'as dégradé, dans ce cas, tu peux essayer avant d'arriver en production, le changer, de l'améliorer, de faire autrement. Par contre, si tu l'as amélioré, tu peux faire valoir ça pour montrer que ce que tu es en train de faire en termes de traitement ou d'amélioration sur la partie impact environnemental et financier, ça a vraiment un impact financier sur le produit dans sa globalité parce que ça réduit les coûts et ça réduit aussi l'empreinte environnementale. Et aujourd'hui, pas que chez AXA, dans toutes les entreprises, je pense qu'il y a des objectifs environnementaux qui sont fixés sur les logiciels ou en tout cas sur nos systèmes ou sur le fonctionnement de l'entreprise de manière globale. Utiliser aussi des architectures efficientes, c'est le contexte. J'ai pris l'exemple de la partie EDA que je trouve intéressante, mais il peut ne pas y avoir que de l'EDA. Hein. Je suis juste à l'aise avec la partie EDA, mais vous pouvez trouver d'autres architectures beaucoup plus adaptées à votre contexte à vous, qui vous seront plus performantes peut-être que de l'EDA. Mais analysez le contexte, choisir les architectures qu'il faut et qui sont pertinentes et efficientes sur votre contexte. Ne pas peut-être juste partir sur la dernière nouveauté qui vient d'arriver. Je suis de cette tendance-là, hein. Mais il y a des gens qui me réfrènent aussi. Mais souvent, la dernière nouveauté qui vient d'arriver, soit c'est une version bêta, soit elle n'est pas forcément très clean, soit peu importe, soit notre contexte, même si c'est la meilleure version possible, mais notre contexte ne s'adapte pas du tout. Donc, analyser ce qu'on a, est-ce qu'on peut y aller ou pas? C'est important. Et minimiser aussi l'utilisation des ressources en faisant le système de rate limiting, ne pas non plus laisser, par exemple, un seul consommateur avoir toute la bande passante, envoyer plusieurs requêtes, alors que les autres sont là en attente ou en tout cas en train d'écouter. Et ça peut aussi être positif dans le sens où ça peut améliorer ça peut améliorer la sécurité et éviter peut-être du DDoS ou ce genre de choses. Hein, parce que quelqu'un qui essaie de tambouriner sur ton API, mais que toi tu gères bien, c'est une question de sécurité aussi. Et souvent, dans les API, on peut avoir une interaction avec les bases de données. C'est peut-être lors de l'implémentation, mais c'est bien de le mentionner au niveau de design qu'il faudra bien gérer cette interaction avec la base de données. Parce que souvent aussi, quand on a une requête qui n'est pas très performante, un moteur de base de données qui n'est pas très bien optimisé, on peut perdre du temps, attendre des réponses ou pas bien forcément faire les choses. Et l'idée globale pour moi de cette slide-là, c'est qu'il faut réduire au minimum possible les requêtes réseau. Parfois, on n'a pas le choix. Hein. Requêtes réseau, ça peut être HTTP ou même d'autres protocoles, hein. Mais réduire au maximum possible. Tout ce que tu peux avoir à local sans forcément avoir un gros impact mémoire qui le justifie, tu le mets en local, à côté de chez toi et puis tu l'utilises quand tu le peux. Et je vous ai parlé de design. Là, maintenant, une fois que les designers ont fait les meilleurs designs possibles, arrive la partie implémentation qui souvent peut se décaler un petit peu ou peut avoir une partie d'aide aussi de son côté. Je ne veux pas parler de tout l'aspect green coding, mais les opérations répétitives, les boucles, ou parfois aussi utiliser de l'object pooling, ça peut aider à être un peu plus efficient dans ce qu'on va implémenter. Et l'aspect plus important, c'est la duplication de code. Souvent, en termes de maintenabilité, de coûts et d'énergie qu'on va passer sur notre poste à développer, mais aussi de ce que ça consomme en production, la duplication de code, c'est mortel. Et puis, il y a la partie infra, parce qu'on a designé en supposant que moi, j'ai bien implémenté les choses en suivant les bons préceptes, en mesurant. On devra l'héberger quelque part. Cette partie Ops-là, il y a plein de principes ou de choses qui vont parler de la partie, qui vont régir la partie GreenOps. Mais j'ai 3 choses qui me paraissent déjà de base et importantes. Ne démarrer et exposer qu'à la demande. Aujourd'hui, on peut avoir des outils comme Daily Clean ou ce genre de choses qui sont visibles, qui ne rendent les applications, les API lancées et visibles
quand c'est nécessaire. Par exemple, DailyClean permet de tout éteindre en tes productions à une heure donnée, de démarrer à une heure donnée. Vous pouvez avoir aussi le provisionnement de ressources nécessaires pour l'infra en observant, en monitorant le besoin réel de ton API. Et la partie autoscale aussi permet de provisionner le minimum possible et de pouvoir faire monter quand on a besoin et redescendre quand on n'a plus besoin. Et si on doit retenir quelque chose, c'est que chaque étape vers l'efficience compte. Il ne faut pas se dire que c'est un petit pas. Il faut commencer par un petit pas et y aller. Mesure et amélioration continue sur les clés. C'est pas juste une question de one shot. Je l'ai fait une fois, terminé, et puis on passe à autre chose. Et il y a les principes et les patterns de Green API sont pas les seuls. C'est juste des outils et des alliés. Vous pouvez avoir des choses chez vous ou d'autres personnes qui ont proposé des choses qui sont aussi intéressantes. Et l'open source, c'est la matrice par laquelle, pour moi, le salut viendra, parce que tout simplement, il y a des gens déjà qui travaillent, il y a une mise en commun des cerveaux pour pouvoir avoir des meilleures solutions. Et après, pour les gens qui veulent, il y a quelques ressources. Ils peuvent me contacter ou en tout cas avoir les slides aussi avec l'organisation. Des ressources qui sont intéressantes que j'utilise. Les gens d'Axa France connaissent le DailyClean SlimFast. Impact Framework vient plutôt de la Green Software Foundation. Il y a le CNUMER, j'ai oublié, je vous mettrai le lien pour la Green Code Initiative. Et puis, il y a Kepler aussi que j'ai utilisé, qui est plutôt porté par Red Hat, mais qui est open source aussi. Et en premier, il y a l'API Green Score que vous pouvez aller voir. Et donc, du coup, comme je vous disais, soyez le changement que vous voulez voir arriver. C'est pas de moi, je précise, c'est quelqu'un de plus intelligent que moi. Et adopter soit l'API Green Score ou autre chose et les bonnes pratiques. Et commencer petit. N'hésitez pas à commencer petit autour de vous et à scaler autour de ça. Et je fais partie du collectif, donc je fais pub pour le collectif API Thinking. Allez-y, rejoignez que ce soit sur ce chantier-là ou d'autres chantiers et partagez avec les gens. Et du coup, je dirais que une API durable, des API durables ou du code durable, c'est l'objectif, en tout cas, c'est idéal pour un futur durable. Ça ne sera pas tout seul. Et donc, du coup, engagez-vous à mesurer et réduire, pardon. Et si vous pouvez, je pense qu'ensemble, nous pouvons construire des futurs API beaucoup plus verts et co-conçus si on continue la discussion à travers le collectif. Je vais laisser la main aussi aux gens du collectif ou peut-être vous pouvez vous déplacer pour aller voir leur stand